Bonjour Solane, Bonjour. bienvenue sur InPower. Bah, merci. Tu sais que je pense que, je sais plus si c'est Pierre de Mar ou Théo de Nuit Incolore, Oui. mais à la fin, putain je te spoil en plus la fin de l'épisode, mais je demande à mes invités en gros qui est-ce qu'ils aimeraient entendre. Hmm. Et je crois que les deux t'avaient cité. Donc Mais la je boucle les est aime bouclée. bien. Mais moi j'adore. Parce que, en fait, ils m'envoient devant. Ils se foutent de ma gueule en commentaire ou dans des DM, mais par contre ils sont gentils à côté. Moi j'aime bien. C'est sympa. C'est le principal. Mhm. Écoute, avant de parler de ton parcours, de ce qui t'anime, de voilà, tes valeurs, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Oh. Moi j'ai tellement l'habitude de répondre, ça va faire un peu corpo, mais je m'appelle Solane. C'est un prénom qui vient du bouquin Belle du Seigneur. Ma mère l'a trouvé quand elle avait 15 ans. Je suis chanteuse. Euh, J'essaye de raconter, j'aime bien raconter des histoires, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite, je voulais être conteuse et je m'y retrouve. Voilà. Pourquoi t'es pas devenue conteuse? Parce que il y a pas de thunes là-dedans. Non, ouais, parce que la musique aussi m'a toujours énormément parlé, mais moi au départ, je voulais raconter des histoires et j'étais complètement fascinée par une conteuse qu'on avait. Je suis allée en maternelle en Picardie. J'ai beaucoup bougé dans toute la France, donc la Picardie est peut-être importante, je sais pas. Et on avait une conteuse qui, pour moi, était magique parce qu'en fait, elle racontait une histoire et à la fin, elle nous distribuait de la poudre de fée. Elle avait des paillettes dans ses poches et elle nous distribuait ça. Et moi, j'étais complètement fascinée. Je me dis, je veux faire ça, je veux faire ressentir ça à des gens. Et donc, ouais, ça m'est resté. Mais après la musique, parce que ça m'a fait énormément de bien toute ma vie et je m'y suis retrouvée. T'as bougé où? C'était quoi ton Il y a eu parcours en un peu France? il y a eu Paris, bon, Montreuil qui est aussi proche, il y a eu la Picardie, il y a eu la Normandie, il y a eu aussi beaucoup le Sud. Moi, j'ai été beaucoup en Provence et j'y suis toujours aujourd'hui. J'ai été aussi un petit peu aux États-Unis à côté de San Francisco. Mais j'ai fait j'ai beaucoup suivi ma mère qui avait un peu le syndrome de la route, donc on a bougé. Le syndrome de quoi? De la route, tu sais, Ok. tu peux pas rester très longtemps au même endroit, t'as besoin de voir Ouais. d'autres paysages. Ouais. En fait, c'est marrant, je comprends d'un côté la volonté de bouger quand on a l'impression d'avoir fait le tour Mm. d'un moment, d'une situation, Ouais. d'un lieu. Mais souvent, j'ai l'impression que ce qu'on va trouver est presque toujours déceptif Mm. parce que c'est toujours inférieur aux attentes qu'on avait nourries. Il y a un peu de ça. Moi, comme j'étais pas décisionnaire là-dedans, à la fois, je crois que j'aimais bien parce que effectivement, je m'ennuyais pas, mais de l'autre, c'était un petit peu parfois douloureux parce que tu te fais à peine des repères. T'as à peine le temps justement de te faire des repères que tu vas ailleurs et tu bouges et tu perds les amis que t'avais. Bon, j'ai jamais été très sociable, donc j'ai jamais eu beaucoup d'amis, donc ça allait. Mais il y avait ce truc où effectivement, ça n'aide pas non plus à être particulièrement sociable et à ne pas être timide parce qu'il y a ce truc de dans 2 ans, je suis plus là, donc c'est pas la peine de trop s'attacher. Mais c'est un style. Là, je sais qu'aujourd'hui, je me retrouve beaucoup dans l'idée d'avoir des repères, d'avoir un chez-moi. Je viens d'emménager dans mon premier chez-moi, je l'ai fait en décembre. Bravo. Mais merci. J'aime beaucoup, beaucoup mon endroit. Mais bon, avec le taf, justement, j'y suis très, très peu. J'ai encore des cartons alors que j'ai déménagé en décembre. Donc Ouais. j'ai pas le temps de... Mais moi, justement, je réalise que j'ai besoin de ce côté repère, ce côté cocon. C'est ce que j'ai retiré de mon enfance, c'est que je veux pas, pour l'instant, je veux pas bouger. Dieu sait qu'avec mon boulot, je vais courir dans tous les sens, mais j'ai besoin de retourner au même endroit et de construire un peu des repères, quoi. C'était comment la transition enfin, si jamais t'es allée aux États-Unis, parce que je trouve que il y a une différence entre la Picardie et Montreuil, mais Oui. encore plus Ouais. avec San Francisco. Ouais, moi j'y suis allée pour retrouver ma mère parce qu'elle est partie là-bas quand j'avais 15 ans. Et j'y suis allée à mes 17 ans. J'avais prévu d'y rester pour être jeune fille au père. Parce que à cette époque-là, je m'étais dit surtout pas de métier artistique parce qu'on m'avait dit c'est une mauvaise idée, tu te feras jamais de thunes. On m'avait dit non et à cette époque, quand on me disait non, moi j'écoutais. Qui te disait non quand tu dis Ma maman. il me Mais disait non. par peur justement que je sois dans la galère parce qu'elle aussi, elle est artiste, mes 2 parents sont artistes et donc elle connaît. Elle sait ce que c'est. Et en même temps, il y avait ce côté un petit peu étrange parce qu'elle sait à quel point ça fait du bien de suivre une passion. Bref, du coup, elle m'avait dit non, surtout pas. Je fais bah ok, pas de souci. Elle dit mais viens aux États-Unis, viens faire jeune fille au père. J'y suis allée. 2 mois. Sauf que les États-Unis, c'est pas mon truc du tout. La mentalité, en tout cas là où je suis tombée, je me doute bien que c'est pas partout, mais déjà il y avait ce côté. Moi, à partir du moment où j'ai vu un flingue, je fais non, non, moi je vais rentrer, c'était bien. Et puis il y a eu il y avait ce côté très, très hi, how are you, alors qu'ils en ont rien à foutre. Parfois, il y avait un côté Superficiel. là où j'étais très superficielle qui m'allait pas particulièrement. Et puis le gros truc, c'est que j'y suis restée 1 mois et je vais rester longtemps. Et le 2e mois où j'étais, il y a eu des feux de forêt énormes en Californie, comme tous les ans.
Sauf que c'était là où on habitait, c'est-à-dire qu'à 3h du matin, il y a le proprio qui est arrivé dans la baraque et qui a fait il faut qu'on se barre très vite, il y avait du feu sur la route. Donc moi, je me suis dit, voilà. Et puis mon père m'a appelé pour me dire si tu fais pas un métier que t'aimes, tu vas être malheureuse. Donc je t'ai inscrit dans une école de théâtre si tu veux et tu rentres en France et tu fais ça. Donc, ça a suivi. Mais ouais, les États-Unis, j'ai pas réussi à m'adapter. Je crois que j'aurais pas voulu non plus. Pourquoi est-ce que c'est dans une école de théâtre qui t'inscrit, pas dans une école de musique? Parce que je pense que je m'étais mis en tête que je voulais faire un métier artistique. Le théâtre m'a toujours fasciné. Mon papa, il est comédien de théâtre. Et donc, j'ai passé mon enfance justement sur les petits strapontins rouges, à l'accompagner partout, à le voir essayer des costumes, recoudre ses costumes. Lui, il joue parfois à Paris et surtout, il joue dans les lycées. Il essaie de faire découvrir le théâtre aux jeunes. Grand bien lui fasse, c'est quelque chose quand même. Et en fait, moi, j'ai toujours été fascinée par ça et je me suis dit, j'ai plus de chances de vivre de mon métier en étant comédienne qu'en étant chanteuse. Parce que quand t'es comédien, tu t'adaptes. Tu t'adaptes au metteur en scène, tu t'adaptes à la pièce, tu peux devenir, tu dis, je deviens qui vous voulez, juste laissez-moi jouer. Alors que quand t'écris tes chansons, bah, tu te dis un petit peu, tu dis à tout le monde, voilà, c'est tout moi, vous devez accepter qui je suis entièrement. C'était un peu, j'avais plus de chances de trouver du travail en étant comédienne. Donc voilà. Ok, c'est ça qui te fait choisir, enfin même pas, du coup c'est marrant parce que ça a été un choix par défaut. Qu'est-ce qui serait passé, tu penses, si ton père t'avait pas appelé et t'avait pas inscrit dans cette école? Je serais pas là où je suis aujourd'hui, je pense que peut-être que je serais heureuse aussi, mais je serais pas passée... Quoique peut-être ça m'aurait trouvé quand même, mais en tout cas je pense que j'aurais pas... tout l'enchaînement de dominos est arrivé parce que j'ai fait du théâtre en fait. Parce que je me suis remise à beaucoup écrire. D'abord j'écrivais du théâtre et puis après je me suis remise à faire des chansons du coup en français. C'est le théâtre qui m'a fait faire le switch pour écrire en français. Avant t'écrivais en anglais? J'écrivais en anglais, ouais. Et donc c'était un peu... Sans ça, je pense que je n'aurais pas la chance de vivre ce que je vis aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de la première chanson que t'as écrite où tu t'es dit potentiellement cette chanson-là, elle n'est pas que pour moi? Il y en avait une, j'avais 16 ans, donc elle était encore en anglais. Elle s'appelle Nightwalks et je l'ai fait écouter à ma grand-mère. Et ma grand-mère qui est férue de tout ce qui est musique, elle peut être très critique. Hein, genre, si c'est pas bien, elle va me le dire. Même parfois quand je pose pas la question, elle arrive et me dit « ça j'aurais pas fait ». Je dis « bonjour ». Voilà, déjà. Et non, je l'ai fait écouter, elle a été touchée. Et ça m'a fait du bien. Et puis après, j'ai fait écouter un peu plus autour de moi et ça a beaucoup plu. Je me suis dit, ah bah tiens, il y a peut-être un truc. Mais la vie a fait, je me suis dit, j'ai écrit une petite chanson, une petite deuxième et je me suis arrêtée là. Et puis après, bref, je suis partie chez ma mère. Puis le théâtre et j'ai lâché jusqu'en 2020-21. Enfin, j'ai lâché, je me suis moins concentrée dessus. Sur quoi tu t'es concentrée? Mais justement sur le théâtre. Et puis quand il y a eu le Covid, j'ai essayé de me concentrer plus sur mon boulot, qui était le mannequinat à l'époque. Je faisais aussi du babysitting, j'étais serveuse, j'étais traductrice aussi, j'ai été caissière. J'ai fait beaucoup de trucs en même temps. Et donc, je me suis concentrée plus sur ça parce qu'il fallait manger, quoi. C'était un peu... Et puis, je crois que j'avais pas très envie de me lancer à fond dans un rêve s'il pouvait se péter la gueule. Ça me faisait peur de me dire je vais mettre beaucoup d'espoir dans la chanson et qu'on me dise non. C'est tellement personnel parfois qu'on se dit si quelqu'un me dit ah non, c'est nul, je vais très 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 mal le prendre et ça me fera plus de mal que de bien d'y aller à fond. Voilà. Comment tu gères le fait de devoir, d'une certaine manière quand même, mettre de côté ta passion parce que tu dois, de manière très concrète, subvenir à tes besoins et en fait te dire que tu peux pas t'y concentrer autant que t'aimerais, quoi, parce que le temps que tu passes du coup à être serveuse ou à être caissière ou à faire du mannequinat, c'est pas du temps que tu passes à écrire ou à développer ton art. Il y avait un côté assez pragmatique de ma part où je me disais mais en même temps c'est la vie, c'est normal, faut taffer, c'est logique. Je voyais mes potes faire la même chose. Et de l'autre, j'avais vraiment la sensation quand je rentrais, je bossais à Bio C'est Bon pendant un temps. Quand je rentrais le soir, je faisais du 7h30, 20h. Je rentrais, j'étais triste avec la sensation d'avoir perdu ma journée. Vraiment de l'avoir gaspillée totalement, même si je me faisais des sous. Je me dis, mais je me sens... En plus de ne pas me sentir grandie, de ne pas avoir appris, de ne pas avoir évolué, j'ai l'impression de m'être racornie un peu. Et ça a été beaucoup ça, et c'est pour ça que j'en ai un peu beaucoup souffert, mais je savais que en même temps c'est normal, il faut taffer dans la vie, il faut... J'avais encore beaucoup et je l'ai toujours, mais j'avais ce truc de non mais il faut mériter les choses, puis c'est normal, il faut souffrir et tout. Alors, pas toujours, il y a une justesse dans tout ça, mais j'avais un peu ça dans la tête. C'est marrant, je pense que c'est une éducation très judéo-chrétienne, quoi, l'idée de se dire
en fait, si t'as pas souffert, Ouais. t'as pas le droit. Ouais, tu mérites pas, Ouais. c'est ça. Parce que moi, j'ai aussi l'autre truc, c'est-à-dire que quand quelque chose se passe bien, je me dis, putain, je vais souffrir. Je vais Ah me le ouais prendre sur la gueule. Oui, mais ça, j'essaye beaucoup de gérer ça en ce moment parce que justement, j'ai beaucoup de chance. Au-delà enfin, je veux dire, dans ma vie professionnelle, ça se passe très très bien et dans ma vie personnelle aussi. J'ai rarement eu un alignement des planètes comme ça. Et j'attends la brique qui va me tomber sur le coin de la gueule. Je me dis, on peut pas profiter dans la vie sans le payer. Ce qui devrait. Enfin, j'essaye de m'éloigner de ça parce que c'est vrai que c'est très judéo-chrétien et j'ai pas été élevée dans une idée de religion ou quoi que ce soit. Enfin, on a essayé de m'en éloigner et en même temps, j'ai quand même ça dans ma tête. Ouais. Bah, je pense que c'est aussi une façon de justifier ce qui peut nous arriver. Donc, bon, en fait, ça peut être sain tant qu'on ne tombe pas dans une forme de masochisme, tu vois. C'est ça. Mais en même temps, non, je pense que, en tout cas, moi, c'est au stade où c'est pas sain parce que parfois, ça m'empêche de profiter de certaines choses. Ouais. Je me dis, là, je suis trop heureuse, trop amoureuse, c'est louche, il y a un problème. Ça se passe trop bien, il y a un souci, je me mets à psychoter, c'est pas la peine. Ouais. Bah, en fait, c'est pas la peine. C'est le principe de l'anxiété. Hein. Enfin, tu vois, l'anxiété ne sert à rien, si ce n'est à nous faire peur ou nous prévenir. Ouais. Mais c'est vrai, je me demande dans quelle mesure ça se travaille. T'as essayé de le travailler en thérapie ? Oui, j'essaye grandement, mais en fait, j'aimerais aller beaucoup plus en thérapie que c'est le cas en ce moment, mais bah, j'ai pas particulièrement le temps, et puis surtout, il se passe tellement de choses que j'ai pas le temps de prendre du recul sur mes situations, donc j'arrive pas à savoir de quoi je dois parler, j'arrive pas à juste mettre un début de conversation. Souvent j'arrive, je dis je sais pas, il y a trop. Bonjour. Voilà, aidez-moi. Pas sur bonjour, bah, j'ai besoin d'aide. Et bah, mon psy, il fait comme il peut, mais c'est... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler, donc faut choisir un combat au départ. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, le fait d'écrire, ça t'aide pas à identifier quand même ce qui te démange ? Si, en fait, je pense que mon inconscient est plus intelligent que moi parce que parfois j'écris des chansons qui viennent un peu naturellement parce que je sens qu'il y a une frustration, il y a une douleur, mais c'est assez vague. Et ça va être 6 mois plus tard que je me dis, mais en fait, c'est pile le problème que j'ai. Et je l'avais écrit et genre je le savais, mais j'ai pas réfléchi dessus. Et je crois que souvent je me fais ça parce que justement j'ai du mal à prendre du recul sur les choses. Je pense que l'inconscient fait très bien son taf. Lui, il a le recul, lui, il sait ce qui va vraiment pas. Et parfois, je me dis, mais faut que j'aille regarder mes chansons de temps en temps. De temps en temps. Ouais. Parfois, je dis de la merde, donc faut pas m'écouter. Mais c'est marrant parce que tu disais que tu aimais raconter des histoires. Alors que moi, j'ai l'impression que dans tes chansons, il y a quand même vachement de réalité plus que de fiction. Oui, parce que raconter des histoires, pour moi, c'est pas mentir, c'est embellir et c'est donner un petit peu un style, ou en tout cas emporter quelqu'un dans un récit. C'est pour ça que souvent, je mets beaucoup d'images. J'aime bien que mes chansons, elles soient visuelles, parce que j'aime bien que ça transporte, et c'est comme ça que parfois qu'on retient bien l'attention et qu'on peut faire passer un message, même si c'est rarement ma volonté de faire passer un message, mais de temps en temps, il y en a quand on parle de quelque chose qui nous fait du mal et qui peut être sociétal, ou en tout cas, d'autres personnes peuvent comprendre ce malheur. Est-ce que c'est pas le but de la musique de faire passer un message ? Je pense qu'il y a plein de buts dans la musique, mais oui, c'en est clairement un, ou ça peut être juste de réconforter, ou ça peut être de souder, ou justement de mettre en colère. Mais moi, de temps en temps, j'ai des morceaux, vraiment, c'est purement pour moi que je les écris, de façon presque égoïste, c'est-à-dire je le fais pour me faire du bien, et que les gens ne le comprennent pas, je m'en fous, j'aime bien mon morceau. Et d'autres, effectivement, c'est parce que j'ai besoin de communiquer quelque chose aux autres. Ouais. J'ai vraiment l'impression que dans les artistes, il y a à la fois ceux, et il n'y a pas de hiérarchie nécessairement, mais ceux qui font des sons plus pour un rythme ou pour une mélodie, et de l'autre, des compositeurs, des compositrices, où en fait le texte est tout aussi important, si ce n'est plus, que la mélodie elle-même. Pour toi, ça a toujours été évident que tu allais faire partie de cette dernière catégorie ? Moi, au départ, j'étais... Parce que, aussi, pour plein de raisons, mais justement, je vais en parler. Au départ, j'étais plus... Le texte, c'est ce qui est le plus important. Parce que je viens du théâtre, parce que c'est ça qui me fascine le plus, qui me plaît le plus. C'est l'amour des mots. Et en fait, je suivais ça aussi parce que moi, je suis pas musicienne. Genre, je joue un peu du ukulélé, mais j'ai appris le ukulélé juste pour m'accompagner. Je voulais pas le perfectionner jusqu'à être une virtuose ou quoi que ce soit. Je voulais juste pouvoir écrire mes chansons avec. Donc, c'était... Les mélodies n'étaient pas le truc... pas la mélodie et la musique, c'était secondaire. Mais maintenant, j'accorde tout autant
d'importance aux deux. Parce que j'ai découvert justement avec Marceau, qui est mon producteur, avec qui on a fait tout l'album, j'ai découvert justement le côté cathartique de tel rythme, telle mélodie, telle ambiance, et j'ai besoin de ça pour construire maintenant, parce que c'est génial, c'est un énorme terrain de jeu, et c'est encore une façon de raconter des histoires, c'est tout aussi visuel que certaines paroles, d'un coup d'avoir une envolée, et moi j'aime trop ça, donc maintenant vraiment pour moi les deux sont indissociables. Indissociables. Pierre me demandait justement, quand je lui ai demandé ce qu'il te demanderait, il me disait que tu t'intéressais de plus en plus au processus de prod. Ouais. Et qui voulait savoir en fait finalement ce qui t'a le plus surpris et à quel point t'aimerais évoluer toi dans la prod. Moi, alors, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment je suis arrivée, je crois que j'ai commencé à bosser avec Marceau en mars 2022. J'ai découvert un champ des possibles énorme et j'ai vu que sur un ordi on pouvait faire absolument tout. Et Marceau aussi est un peu, c'est un surdoué, c'est-à-dire qu'il fait tout très très vite, donc j'étais fascinée par ça. Et maintenant je sais que déjà j'aimerais apprendre aussi. Je veux continuer de travailler avec Marceau, mais j'aimerais savoir aussi pour comprendre, parce que peut-être qu'on pourra avancer plus vite ou je pourrais me faire comprendre plus facilement si moi je sais faire aussi un petit peu. Et maintenant ce que je veux faire évoluer, c'est que je veux autant travailler ce côté prod, ordi, toutes les subtilités, que aller chercher des vrais instruments, aller me concentrer, aller voir énormément de concerts sur un style de musique, aller rencontrer des musiciens, aller parler à des musiciens, sur des jams, sur des choses comme ça. Je veux vraiment mêler les deux parce que je pense que c'est là que je m'amuse. Enfin, c'est les deux endroits où je m'amuse le plus en fait et je voudrais les mettre ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé rétrospectivement, tu dirais, à avoir assez confiance pour partager quelque chose d'aussi intime que ton art au monde? C'est pas la réponse la plus glorieuse, mais en fait, quand j'ai commencé à poster des chansons à moi et que les gens ont dit qu'ils aimaient et faisaient des compliments, en fait, au niveau de mon ego et de mon manque de confiance en moi, ça m'a fait tellement de bien que ça m'a donné le courage de continuer à le faire. Enfin, le courage, c'est un très grand mot, mais ça m'a poussé à continuer à le faire. Et c'est venu d'un truc ça flatte mon ego. Ça me fait du bien, j'étais très timide, je me supportais pas. Enfin, il y a vraiment un truc, je revenais de l'adolescence et j'ai eu l'impression d'être dans un état d'adolescence super longtemps, jusqu'à mes 22-23 ans. Donc ça fait pas longtemps que j'en sors. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, en fait, je crois que je suis un petit peu accro à cette reconnaissance. Je voulais ce truc de, parfois quand on te dit, ah t'es belle, j'ai fait du mannequinage, je vais pas dire que je m'en foutais quand les gens me disaient, ah t'es belle, la photo est belle, mais moi, je voulais de la reconnaissance sur des choses où je travaillais, où j'avais un effort, où j'avais une réflexion, où ça sortait de moi. Et d'avoir ça, c'était tellement gratifiant que ça m'a fait continuer. Aujourd'hui, j'accorde moins d'importance parce que j'ai vu aussi ce que ça faisait quand t'as l'impression que ça se tarit un petit peu. C'est très douloureux, donc j'ai beaucoup travaillé pour m'éloigner de ça. Et maintenant, trouver d'autres... c'était pas ma seule motivation, mais c'était ma motivation à mettre les choses dehors. Ça n'a jamais été ma motivation pour écrire, mais voilà. Maintenant, je m'en détache un petit peu. Comment c'est caractérisé ta période adolescente ? Comment ça ? Comment c'est caractérisé cette période longue d'adolescence ? En quoi elle était particulière ? J'ai eu une adolescence assez mouvementée, déjà par rapport à des éléments extérieurs. Il y a eu beaucoup de deuil, beaucoup de violence, et du coup une sensation. Moi, ma solution, ça a été de me renfermer sur moi. Donc comme je disais, j'avais peu d'amis parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Quand j'étais au primaire, je me suis fait bully mais fort, donc après quand j'ai beaucoup déménagé, je suis jamais allée vraiment vers les gens par peur que ça recommence, et surtout en me disant je vais apprendre de ma leçon, je vais pas faire confiance aux gens, je vais pas m'attacher. Vraiment, j'ai pas d'amis que j'ai depuis très très longtemps. Moi, je sais que j'ai des potes, ils me disent on se connaît depuis la primaire. Moi, je connais personne depuis la primaire en fait. J'ai rien. Mon ami le plus ancien que je vois vraiment aujourd'hui, on était ensemble au lycée, mais on s'est jamais parlé au lycée. Et c'est 2 ans après la fin du lycée que je l'ai gardé. Donc, l'adolescence était assez solitaire. J'ai gardé beaucoup de choses pour moi. Et en fait, ça a pas fait naître une confiance. Parce que quand on n'est pas très entouré, qu'on n'a pas des gens de notre âge, en plus, parce que c'est très mignon, ma grand-mère qui me dit t'es la plus belle, ma chérie, plus intelligente. Je fais oui, non. Mais c'est mignon quand tu le penses, mais ça suffit pas, c'est pas ça qui aide. Donc cette adolescence, ce côté je me supporte pas aussi, même physiquement. Enfin, moi, j'ai eu une poussée de croissance jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu l'air d'avoir 12 ans.
C'était difficile aussi après de se considérer comme quelqu'un qui grandit quand tu le vois pas dans le miroir. Ouais, c'est vrai. Et donc, mon adolescence, j'ai gardé ce manque de confiance, j'ai gardé cette timidité jusqu'à mes 23 ans. Voilà. J'ai eu une longue adolescence. 11 ans d'adolescence, c'est un petit peu long. Ouais. Mais c'est intéressant. Enfin, ça rejoint un peu une de mes théories qui est que ado, on recherche beaucoup la confiance en soi dans notre apparence physique. On pense que ça va venir de là. Et en fait, c'est quand tu commences à t'accomplir en tant que personne que tu te rends compte que mais non, ça ne viendra pas d'un reflet dans la glace. C'est ça. Mais ce qui est aussi difficile, c'est que je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que si on te l'avait dit, tu aurais cru, dans le sens où si ça on m'avait aurait dit quoi suffi? Si on t'avait dit Solane, tu vois, si on t'avait dit à 18 ans, Solane, mais en vrai le physique on s'en fout, enfin fais ce que t'aimes, écris des chansons, tu verras, c'est ça qui va te nourrir. Est-ce que tu penses que ça aurait suffi à te faire réaliser qu'en effet c'était principalement de là qu'allait venir ton épanouissement? Je pense pas, parce qu'il y a tellement un environnement qui est basé sur le physique. En plus, j'ai fait du mannequinat, moi, pour payer mes études. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 18 ans, justement. Parce qu'il y avait ce côté... moi, je me trouvais pas jolie, mais je me dis... Enfin, ma famille disait, bon, en même temps, t'es une tige, t'es une tige, t'as des grands yeux, vas-y. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais moi, j'y croyais pas du tout. Pour moi, ça définissait pas du tout une beauté. Ça définissait que je sais que l'industrie du mannequinat, ils sont clairement grossophobes. Donc moi, une meuf comme ça, ils vont me prendre, il n'y a pas de souci. C'était un peu le cas. Et voilà, je dis, je suis un bon cintre, en fait, pour les fringues. Je m'aimais pas du tout. Et même si on m'avait dit, du coup, à 18 ans, c'est pas ça qui compte, tous les réseaux sociaux, tout dans la rue te rappelle que faut être belle. C'est ça qui compte. Et donc, non, moi, je l'aurais pas cru. Et ça t'a pas aidé d'avoir cette validation sociétale du fait de devenir mannequin, du fait de cocher ces cases-là? Ça n'a absolument pas changé le regard que toi tu te portais? Non, et même limite, c'est pas c'était pire, mais je me suis pris les pires réflexions sur mon physique pendant que je faisais du mannequinat. Donc c'était pas non plus... pour moi, c'était pas glorieux. Et alors quand le mannequinat aussi, j'ai des amies qui sont dans le milieu du mannequinat et qui fleurissent littéralement, qui sont très heureuses. Donc je sais que ça peut fonctionner pour certains, mais juste moi, c'était pas du tout mon environnement. Et non, moi ça m'a pas... j'étais pas fière de ça. Je me disais, je fais du mannequinat pour payer mes études et c'est cool. Et parfois, il y avait une photo où j'aimais bien et je me souviens, peu de fois où je m'aimais bien, je regardais beaucoup cette photo en me disant, ok, si ça se trouve, cette sorte de fierté, ce truc, peut-être un petit peu de confiance, je peux essayer de le choper un petit peu et de l'amener dans la vie de tous les jours. Sauf que c'est con, mais j'ai revu des photos de quand j'avais 20 ans, un truc comme ça. J'avais jamais la tête droite, j'étais toujours un peu à me planquer. C'est sûr que quand on peut être très jolie, si on est constamment renfermé sur soi, ça se sent en fait. Et le fait de s'accomplir et d'aimer faire ce qu'on fait, ça nous rend beau de toute façon parce que on se porte mieux. On s'apprécie plus, on s'assume plus, rien que dans notre façon de se porter face au monde. Je le vois un peu aujourd'hui. Bon, j'ai quand même toujours des problèmes de dos, mais c'est un détail, ça. Personne n'est parfait. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à Solane, là, qui a 17-18 ans, qui rentre dans le mannequinat, qui lui aurait permis de gagner confiance en elle? Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais pu te dire? Il y a rien. Il y a rien, je pense. C'est juste des expériences que j'ai vécues qui, au fur et à mesure, m'ont donné confiance. C'est une peine de cœur qui a fait que, putain, t'as envie de sortir d'un état de désespoir, donc tu vas travailler sur toi. Ça a été ça a été un énorme moteur pour moi. Parce que je déteste... Je me suis retrouvée dans un état où je me dis, il faut absolument que je me rende la valeur que je me trouve plus. Parce que j'en avais déjà pas beaucoup, et il y a eu du coup cette peine de cœur, et j'ai dit, je ne supporte pas qui je suis. Et moi, je veux sortir de là parce que je passe pas une vie comme ça. Donc, ça m'a fait taffer énormément. C'est ça qui a fait que ça a démarré aussi sur les réseaux parce que j'ai... T'as écrit là-dessus? Voilà, j'ai écrit là-dessus, j'ai posté beaucoup et ça m'a permis d'avoir des choses, de connecter avec des gens. Bref, c'était très bel alignement des astres. Mais ouais, c'était... J'aurais rien à lui dire, juste... on avance, les dents. voilà. Ça, c'est exactement, genre serre le dent, on y va, on avance, on serre les poings un petit peu et c'était tout, hein. Et qu'est-ce que cette peine de cœur t'a fait réaliser et t'a fait prendre conscience pour tes relations à venir? Alors, faut savoir que cette peine de cœur, c'était ma
C'était ma toute première relation tout court, première fois que j'étais amoureuse. Et j'ai été amoureuse tard. Enfin, j'avais 22 ans. Donc c'était... Avant ça, j'avais eu plein d'histoires, mais je voulais pas tomber amoureuse. J'avais ce truc où je laisse personne vraiment m'approcher parce que, voilà, peur de l'abandon, un truc méga classique. Donc je suis tombée amoureuse, ça s'est terminé. Et c'était... Attends, redis-moi ta question parce que je crois que je suis partie un petit peu loin. mais tu peux dévier autant que tu veux. Je crois. Non, mais en gros, c'est cette peine de cœur qui, j'ai l'impression que t'as mis un peu quand même à terre. Ouais. Qu'est-ce que, au final, t'en as ressorti et qu'est-ce que ça t'a enseigné pour la suite? J'en ai ressorti une peur panique de me retrouver dans cet état-là, d'une façon ou d'une autre. Et moi, le constat que j'ai fait de cette première relation, c'est que j'étais un peu un paillasson, c'est-à-dire j'ai connu cette nouvelle sensation que d'être amoureuse et de se sentir aimée. Quand c'est pour la première fois, surtout que ça m'est arrivé tard, donc j'avais l'impression d'être mature sur plein d'aspects. Et celui-là, d'être super neuve, d'être toute verte, en fait, dans cette réalité. Et donc, j'ai eu ce truc où je suis tellement euphorique de voir que quelqu'un que j'aime, qui me fascine, m'aime aussi, qu'en fait, je faisais tout pour que ça reste. Et donc, ça s'est étiolé parce que comme tous les deux très malheureux pour des raisons différentes. Et donc, c'est parti, la personne n'était plus amoureuse. Et moi, j'ai vu à quel point j'avais été un paillasson, à quel point j'aurais dit, mais il aurait pu me dire que j'étais la pire des merdes. J'aurais dit, oui, il n'y a pas de souci, mais comment on fait pour rester ensemble, quoi. Pas possible. Et du coup, en sortant de ça, je suis très heureuse qu'il m'ait quittée. Très, très, très heureuse. On l'embrasse. J'ai vu ça, j'ai pas supporté qui j'étais devenue. Parce qu'en plus, c'est un peu une époque où j'ai retrouvé des films de quand j'étais petite. Enfin, des films, littéralement, mes grands-parents ont beaucoup filmé au caméscope. Et ça, c'est un grand cadeau que j'ai, c'est-à-dire que je vois beaucoup des gens que j'ai perdus, je peux les revoir, je peux écouter. Et je suis retombée à cette époque-là sur une phrase que j'ai mise dans mon album de mon grand-père maternel, qui était l'arménien, qui avait dit « Ma petite fille n'est pas un singe, voilà, je vous le dis, elle fera comme elle veut ». Et cette phrase-là, je l'ai entendue au bon moment, j'ai fait « Mais s'il me voyait aujourd'hui, j'avais rampé complètement, j'étais au 36e dessous ». Et j'ai pas supporté ça, donc ça a été cette envie de ne plus jamais me sentir aussi bas, de donner ma valeur à quelqu'un d'autre, enfin de m'accorder de la valeur seulement à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc je voulais, j'ai taffé justement, j'ai écrit énormément pour pouvoir sortir de cette dépendance que j'avais eue. Je voulais m'accorder toute ma valeur, tout cet amour, je voulais pouvoir me le donner à moi parce que je suis fière de moi, parce que j'ai taffé sur quelque chose, et ça a été un énorme moteur. J'ai écrit par rage pendant 1 an et demi. Très efficace, super efficace. Terrible d'un autre côté de se dire que tu vois, c'est vraiment de ces situations désespérantes que naissent... Désespérantes, mais en même temps si classiques. Je veux dire, une peine de cœur, la première peine de cœur, on sait que ça met tout le monde par terre. Mais moi, c'était ma façon d'en sortir. J'ai eu plusieurs façons. J'ai fait de très très mauvais choix suite à ça, parce qu'on cherche, parce qu'on est désespéré, parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde à chaque fois. Mais il y a eu, dans toutes ces décisions, il y a eu un moment, le bon chemin qui a été en fait, tu traces, tu te concentres absolument sur toi. Il n'y avait pas cette volonté de je vais lui montrer à quel point. Il y avait plus ça. Il dit je veux qu'il disparaisse de ma tête, je veux que ce soit moi ma priorité, je veux pas faire les choses pour lui, juste je veux quitter cet état de tristesse profonde. Et Mazel Tov, hein. On est là et c'est pas mal. C'est déjà pas mal, c'est clair. Comment on passe de la volonté à l'action? Est-ce qu'il a fallu du temps? Enfin, tu vois, un peu dans quelle mesure c'est un choix? Tu vois, parce que peut-être il y a des personnes qui nous écoutent qui sont actuellement en peine de cœur, qui sont au bout de leur vie, et qui se disent putain, mais j'aimerais moi aussi me réveiller, me prendre en main, mais je peux pas, ou j'ai l'impression que je peux pas. Ouais, moi c'était vraiment du minute après minute en fait. C'était là tout de suite, je vais faire l'effort, même si j'ai l'impression que ça me coûte tout, je vais faire l'effort. Moi, c'est parce que justement, je chante et j'écris, mais c'était l'effort de prendre mon ukulélé. J'avais même pas besoin de me mettre droite, genre je chope mon ukulélé, je suis allongée sur mon lit, je regarde le plafond et je gratte des trucs et j'imagine des choses. Et c'était juste ça, c'est petit à petit. La tristesse, elle partira pas tout de suite, on va la voir. Elle va nous faire douiller, mais on peut faire des choses pendant la tristesse. Faut pas que ce soit un paralytique. Ça va être... on va la ressentir dans tous les cas, donc... Moi, c'était il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'à la fin de la journée, je peux pas avoir juste été triste. Faut que j'ai fait autre chose. Faut que j'ai écrit, faut que j'ai gratté, faut que j'ai fait une vidéo, juste n'importe quoi pour pas exister uniquement à travers ma tristesse.
Et c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Et puis après, bon, il y a ce truc où c'est pas mal aussi d'être entouré, de voir des amis et tout. Et c'est là le problème de s'être très très peu entouré quand on est adolescent et tout, c'est qu'on a pas forcément énormément de monde autour de soi. Mais j'avais du coup mon meilleur ami qui était là et ma meilleure amie, et ça a été les 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé à parfois un peu oublier, parce qu'il y a ce truc où ok, on peut être dans la tristesse, on peut écrire et on reste dans la tristesse, mais de temps en temps on a des petits moments, et elles sont là aussi les petites victoires. Moi c'est passé par mes potes, pendant 10 secondes on se tape un fou rire sur quelque chose et on ne pense pas, et peut-être après on va retomber tout de suite dans la tristesse, dans les sensations, dans elle me manque telle personne, dans les trucs qu'on veut effacer, mais on aura eu ces 10 secondes qui après seront beaucoup plus, et c'est vraiment du minute par minute, puis heure par heure et jour par jour. Quelle chanson de ton album le dépeint le mieux, cette situation? Il y a Sorcière, Rappelle-moi Sorcière, qui en fait j'avais écrit juste avant que ça se termine, parce que je sentais le coup, enfin je l'ai senti venir tellement, c'était ça le pire, c'est que j'étais dans une attente. Ouais. C'est pour ça que donc celle-là, il y a ça, il y a aussi il y a Insomnie. En fait, j'ai pas voulu trop écrire sur ma peine de cœur, parce que j'ai pas voulu la faire exister plus. Donc en fait, quand j'étais vraiment au fond du trou, j'ai écrit sur tout sauf ça. C'est vrai que j'ai écrit Rome, j'ai écrit Les Ogres, j'ai écrit, mais je voulais pas le faire exister. Et c'est seulement après, quand j'ai été apaisée, que j'ai pu un petit peu aborder le sujet, que j'ai pu réécrire sur cette personne, mais je voulais pas, j'avais besoin de m'en éloigner beaucoup. En fait. Ouais. C'est vrai que parfois on conseille d'écrire dessus et en fait tu te dis, franchement j'y pense déjà toute la journée. Ouais, c'est ça. Je Peu veux pas importe le plus, problème, tu vois, mais je suis pas sûre que ce soit. Je voulais pas me rouler dedans, le plus j'étais stratégique. pas capable. Et puis en fait, souvent, j'arrivais pas à prendre de recul dessus. J'aurais juste écrit on continue, tu vois, c'était que de la douleur. J'avais pas de juste à part des trucs clichés, genre pourquoi, on fait pas toute une chanson avec pourquoi. Et t'arrivais à avoir du recul quand même et de la lucidité sur tes autres écrits? Oui, ça oui, parce que je pense que ça me tournait dans la tête depuis bien avant la relation ou la peine de cœur. C'était quelque chose que j'avais un peu réfléchi, j'avais toujours voulu écrire ce genre de choses. Puis même, il y a d'autres sujets qui continuent d'exister. J'ai écrit Maëlig à cette époque, il y a une chanson sur ma mère, donc forcément, ça, je l'avais le recul. Ça m'a pas empêché de travailler sur d'autres choses. C'est juste que le sujet principal dans ma tête, c'était je suis triste, ça fait mal. Mais j'avais quand même d'autres trucs en tête. Et je me forçais parfois à aller écrire des chansons un peu douloureuses sur d'autres sujets, donc Maëlig, parce que aussi, ça m'éloignait de ça. Ouais, je comprends. Mais c'est assez fou à quel point l'écriture peut être une thérapie sans qu'on s'en rende compte forcément tout de suite, d'ailleurs, mais une espèce d'exutoire qui permet de ne pas garder uniquement en soi toute la peine qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur les agressions sexuelles? C'est que le moment m'a fait du mal. Le moment où c'est arrivé m'a fait du mal. Enfin, les moments, du coup. Et en fait, je voyais que ça continuait de m'en faire et que cette agression, en fait, elle durait. C'était une double peine, en fait. Ça continuait. Et je souffrais alors que c'était fini. Et j'ai pas supporté ça. Je sentais que j'étais en train de pourrir de l'intérieur. Et j'avais besoin de le... Je pouvais pas. C'était un peu un truc où je dis je veux pas que ça m'empoisonne, parce que ça m'a déjà... ça va déjà me coûter cher en psy, donc je voulais pas accorder plus de temps à ça, et je voyais l'effet que ça me faisait. Je devenais amère, et puis je voyais des traumatismes aussi. Il y avait des choses que je pouvais plus vivre, ou même je partais dans des schémas, dans des façons d'agir qui étaient très très malsaines. Je pense que ça s'explique. Enfin, certaines choses doivent s'expliquer quand on se fait du mal. C'était aussi une façon peut-être de penser à autre chose, mais je voyais que c'était en train de définir toute ma vie. Toutes mes relations, et même je le vois encore, et c'est pour ça que je reste en colère. C'est qu'il y a des choses qui me sont arrivées quand j'étais gamine. Je vois à quel point ça a formé même des réactions anodines d'aujourd'hui, et j'étais tellement en colère contre ça, en me disant ça m'a déjà volé une innocence assez précieuse. Par pitié, faut pas que ça me prenne plus de choses, c'est pas possible.
Et donc pareil, ce besoin d'écrire pour... c'est pas une question de prendre du recul, c'est une question de le sortir, en fait. Et c'est comme il y a une énorme honte qui est gardée autour de ce sujet et qu'on veut pas en parler, soit parce qu'on a peur de ce qu'on va nous dire, soit on a peur de ce que ça va faire chez nos proches. J'avais un peu gardé ça pour moi et littéralement, je le sentais physiquement dans mon ventre, en fait. Comme une, tu sais, la moisissure noire sur les murs qui fait que quand tu la respires, t'es malade tout le temps. Je le sentais à l'intérieur de moi et de l'écrire et de le chanter sur scène maintenant aujourd'hui, physiquement, je sens que ça m'aide. Waouh. Non, mais on en a parlé avec Suzanne qui vient d'écrire Je t'accuse. Et ouais, en fait, moi, ça m'attriste beaucoup de devoir donner des conseils sur comment gérer le traumatisme, comment extérioriser la colère. Mais d'un autre côté, c'est nécessaire de le faire, quoi, parce que c'est là, les traumatismes, ils sont là, ils ont été vécus bien trop. Et j'ai l'impression que ne serait-ce que de se sentir épaulée, de se sentir comprise, d'avoir des chansons qui nous permettent de nous apaiser ou de nous enrager quand on en a besoin, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup, je trouve, dans le peu d'outils qu'on peut apporter aux victimes pour essayer d'affronter, quoi. Ouais. Moi, j'arrive pas trop à écouter des chansons sur ça, en fait. Je réalise que... C'est vrai. Il y en a quelques-unes qui m'ont aidé un petit peu, en fait, surtout à prendre la décision d'écrire dessus en me disant, ok, si ces personnes-là l'ont fait, peut-être que ça peut me faire du bien à moi aussi. Mais moi, je pense au stade de ma... Je sais pas si je peux appeler ça ma guérison, de mon petit parcours. J'arrive pas encore à aller écouter des chansons sur ça. De toute façon, personne... C'est ça, oui, mais... Faut que tu sois confortable, tu vois. C'est ça, mais j'ai reçu des messages de personnes qui écoutent Les Draps, par exemple, que j'ai écrit, et me disant que elles l'écoutent plus souvent parce que ça fait du bien d'avoir des mots sur des choses. Moi, je suis très très heureuse. Moi, je pourrais pas... Moi, je suis pas à ce stade où je peux le faire, en fait. Et comment tu vis avec la colère sur ce sujet-là et puis d'autres, hein, mais... En fait, si elle n'était pas constamment réalimentée par des raisons d'être en colère, je pense qu'elle serait beaucoup plus vivable. Mais tous les jours, je vois des trucs qui me rappellent que vraiment, il y a des gens qui n'ont pas vécu ça et qui refusent de se mettre à la place des gens. Enfin, ça me tend d'en parler, mais justement, c'est constamment, il y a un mépris des victimes, et c'est pas victime, genre on s'est pas fait péter le bras. Enfin, même si... Voilà, mais c'est une telle... C'est un truc tellement... Quand je dis c'est un poison, vraiment, c'est que ça prend tout ton corps, ça prend ta tête, ça joue sur tes relations avec tout le monde, avec les gens que t'aimes, avec les gens que t'aimes pas, avec les personnes que tu rencontres. Ça peut dicter tellement de choses chez toi. C'est des traumatismes qui parfois arrivent de façon tellement étrange. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça. Pourquoi on va juste se réveiller à la même heure toutes les nuits pour telle chose. On ne va pas comprendre. Moi, je sais que je ne peux pas dormir si j'ai... Moi, il y a un truc... Là, on vient de faire du tourbus pour la première fois. J'ai dit à mon équipe, je suis désolée. En fait, si je n'ai pas une porte qui ferme, je ne peux pas dormir. Mon cerveau ne va jamais s'éteindre. Et donc, c'est ce genre de... C'est tellement complexe comme traumatisme. Et je vois qu'il y a un manque de considération, il y a une cruauté envers les personnes qui ont vécu ça, il y a une telle volonté de nous faire dire, nous faire passer pour des filles qui exagèrent, genre allez c'est bon, c'est passé, ça va, c'est pas non plus énorme. Et je le vois tous les jours. Et j'ai envie de les secouer, mais vous comprenez pas. Et quand on comprend pas sur ce sujet, on se tait. En fait, si on l'a pas vécu, on se tait. Et c'est difficile c'est pour ça que les réseaux, j'y suis de moins en moins, parce que j'ai déjà les histoires, je les entends déjà par mes amis, par les femmes de ma famille, je les vois, et quand j'en vois de plus en plus, et quand je vois des lois qui passent, et quand je suis... Là, pareil, ça continue de gangréner. Je fais de mon mieux pour essayer de me soigner, et j'ai l'impression que ça creuse encore plus le trou quand je vois ce genre de choses. Donc cette colère-là, d'un côté, elle me fait écrire, d'un côté, elle me fait hurler sur scène, et de l'autre, elle continue de... J'arrive plus à me voir exister sans, parce que j'ai l'impression qu'elle fait partie de ma vie quotidienne. J'ai jamais compris pourquoi
certains pouvaient remettre en question la souffrance qu'on peut vivre, comme s'ils savaient mieux que nous ce qu'on était censé ressentir. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a... En fait, la souffrance, elle nous appartient. Si on ressent un événement d'une certaine manière, qui on est pour remettre en question... Ça les arrange pas. Parce que pour eux, c'est du confort et pour nous, c'est de la survie. Mais parce qu'ils n'ont pas envie de le voir. Sinon, ce serait trop compliqué de se mettre à la place, à notre place. Parce que souvent, et je sais que ça n'arrive pas qu'aux femmes, mais il y a ce truc où les agressions sexuelles, ça arrive aux femmes. Les femmes ont tendance à exagérer. Je mets des guillemets parce que c'est leur discours à eux, pas du tout le mien. Mais genre, les femmes, ça exagère. Il y a cette chose de non, c'est bon, on va pas non plus, on va pas perdre des idoles du cinéma parce qu'il y a telle personne qui s'est plaint, parce que c'est pas non plus si grave, parce que ça voudrait dire tellement, ça voudrait dire un effondrement de tellement de choses si on commençait à nous prendre au sérieux. Si on commençait à vraiment nous croire et pas juste, on croit les victimes, mais par contre, au niveau de la justice, jamais, au niveau des entreprises, jamais, au niveau même des cercles d'amis, jamais. Ce serait trop, c'est pas arrangeant pour eux. Est-ce que tu as un jour en particulier où tu as eu l'impression que tu t'étais vraiment démunie? J'en ai eu plein. Mais. Et qu'est-ce qui te fait tenir dans ces moments-là? Je suis là. Enfin, je suis encore là. Donc, c'est ça qui me dit qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu du traumatisme, mais il n'empêche que. C'est débile, hein, mais quand je pense à ce qui m'est arrivé quand je suis gamine, de me dire qu'aujourd'hui, genre, j'ai fait un Olympia, je me dis, bon. Tu vas faire un zénith. C'est ça. Mais c'est débile, mais je me raccroche à ce que je peux, c'est-à-dire j'arrive à exister et j'existe joliment, je trouve, et je suis une personne pas trop désagréable dans le sens où j'essaye d'être la plus douce et j'essaye d'apporter de la joie dans la vie de ma famille, de mon amoureux, de mes amis. Donc si j'arrive à exister joliment alors qu'il s'est passé tout ça, moi c'est ça qui me... Je me raccroche à ça parfois. Parfois je me raccroche avec les ongles, mais c'est ça qui m'aide. Et de l'autre, parfois j'ai l'impression que c'est un peu vain parce qu'il y a tellement c'est tellement tous les jours des nouvelles histoires. Bon. Et s'il n'y avait que ça, mais en l'occurrence, aujourd'hui tu as fait une story, tu partageais le lien entre art et politique. Oui, c'était... Enfin, où tu t'en as reparlé. Ouais. Et je trouvais que c'était particulièrement bien amené. Enfin, déjà, que tu remettes quand même en question des auditeurs qui se permettent de dire ce qu'ils veulent entendre. Oui, c'est ça. Enfin, on n'est pas au McDo. Le chant et tais-toi, j'ai beaucoup. Ah ouais, c'est quand même abusé. Et puis aussi le fait que l'art est intrinsèquement politique et que ce serait au mieux naïf de le nier, au pire irresponsable, quoi. Oui, c'est ça. J'avais fait cette vidéo l'année dernière parce que le sujet de la Palestine était déjà et que je m'étais déjà pris beaucoup. J'ai pris position. J'ai posté des trucs sur ça un peu dès le début et j'avais tout de suite eu des remarques de chante et tais-toi, mais t'es qui pour parler de ça. Alors moi déjà j'ai mon un être humain. Voilà. Mais en plus de ça j'ai mon background, je suis arménienne et j'ai grandi avec cette idée du génocide. Je sais les marques du génocide, on voit un peu comme on grandit dedans, on se dit oui ça ressemble effectivement à ça. Donc dès le départ j'avais un peu ce truc là. Et puis là, quand par rapport à la flottille, j'ai reposté un truc hier et je me suis réveillée ce matin, des dizaines et des dizaines de chante et tais-toi, de petites idiotes, de trucs. Et ça m'a attendu. C'est toujours un truc qui est d'actualité de rappeler que non seulement j'ai le droit d'ouvrir ma gueule, mais surtout qu'effectivement l'art et les politiques, sinon c'est du divertissement et moi ça m'intéresse pas particulièrement. Et je pense à mes parents, genre ma mère qui était en manif. Moi, j'ai fait des manifs aussi dès que je suis arrivée à Paris. Enfin, j'ai été beaucoup dans ça. Et puis même, je pense à ma famille arménienne et me dire qu'ils seraient fiers de moi si j'ouvrais ma gueule sur ça. En plus, ce qui est quand même fou, c'est que, à l'inverse, si tu disais rien, t'aurais très certainement aussi énormément de messages, de reproches. Moi, je sais que quand je prends pas la parole dessus, parce que bon, il y a quand même beaucoup de sujets, j'ai le droit... vraiment des messages hyper méchants, hyper blessants, où toujours je me dis, waouh, alors bon, en vrai, je comprends la colère, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on perd de plus en plus cette capacité
à se mettre à la place de l'autre, C'est ça. mais au sens littéral, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes vies. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la mienne actuellement. Peut-être que j'ai pas envie d'être sur les réseaux. Ouais. Peut-être que ça me trigger de parler de ça pour telle ou telle raison. Et pourtant, il y a de plus en plus de personnes, j'ai l'impression, qui se sentent aptes à nous dire comment nous comporter, à nous dire quoi faire. Et bon, je sais pas d'où ça vient, mais j'imagine que ça vient de la forme de pouvoir que permet le partage sur les réseaux, quoi, qui est libre. Oui, et je pense qu'il y a d'un côté un côté un peu parasocial que les gens créent parce qu'ils pensent que parce qu'ils nous voient un peu tous les jours sur leur écran, ils nous connaissent, ils peuvent se permettre de dire des choses. Et il y a aussi, parfois j'avais ce truc-là, surtout quand je disais que j'étais pas d'accord avec quelqu'un, quand quelqu'un me parlait d'une certaine façon, et moi j'aime bien balancer des petits trucs de temps en temps, jamais dans l'irrespect, mais je me permets de répondre parfois, et j'ai eu beaucoup ce commentaire de « mais tu nous dois tout en fait ». Déjà non, et puis c'est pas un argument justement de se dire mais en fait elles sont là grâce à nous en fait. Si elles n'avaient pas tous les abonnés, elles seraient rien. J'ai dit déjà c'est faux, mais il y a ce truc de ils pensent que ils nous ont bâtis en fait. Non. Voilà. Non, c'est ça, tu n'es pas... Je suis très reconnaissante de l'amour qu'on donne à la musique, mais par contre ça veut pas dire que je me plie au bon vouloir de chaque personne qui daigne s'abonner à moi. Surtout que ces personnes-là se sont abonnées à toi ou écoutent tes chansons pour qui tu es. Et non pas pour qui monsieur X ou Y aimerait que tu sois. C'est ce que je pensais. Et puis en fait, je capte qu'il y a parfois, quand je poste de temps en temps des stories sur ça, il y a des gens qui s'insurgent et qui me suivent. Je me dis, mais vous avez pas suivi ce que je raconte depuis le début Enfin, je veux dire, vous n'écoutez pas les paroles. Et je réalise que c'est des gens qui sont là du temps où je faisais beaucoup de reprises. Et je me dis, ah, mais ils ont vu une petite meuf qui chante avec une voix douce des chansons françaises. Et il y avait ce truc de, ah, la vraie France. Je fais, oh là là. Mais mauvais côté politique, là. Donc en fait, à chaque fois que je poste sur un sujet, je suis contente de le faire. Et je sais aussi que ça va vider un petit peu, ça va élaguer, quoi. Et ça fait du bien. Comment est-ce que sur quoi t'as pas encore parlé par peur ou par hésitation ou par doute? Oh. Ah. En vrai, pour l'instant, et c'est bien mon problème, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à raconter. Parce qu'en fait, j'ai mis tout. Là, l'album qu'on a fait, c'est des chansons que j'avais emmagasinées de toute mon expérience depuis que je suis née. Et j'ai l'impression d'avoir un peu raconté un peu tous les thèmes qui me tenaient à cœur. Là, je sais juste que je veux parler beaucoup plus de l'Arménie, mais je veux le faire bien. C'est-à-dire que je veux retourner en Arménie, je veux pas juste utiliser, limite faire de l'appropriation culturelle de ma propre culture pour faire une belle chanson. J'ai envie de me rapprocher beaucoup plus de cette origine. Je sais que ma famille est arrivée pendant le génocide, ils font partie de la diaspora, ils sont arrivés à Marseille, et par envie de faire partie de ce nouveau pays, ils ont non seulement arrêté d'apprendre l'arménien à leurs enfants, mais aussi arrêté d'apprendre à le lire. Ils parlaient plus. J'ai très peu d'infos en fait sur ce qui s'est passé dans ma famille, parce que je pense qu'ils ont vécu des choses immondes. Je sais qu'ils sont partis genre à 15, ils ont fui à 15, ils sont arrivés à 4. Je te dis que compliqué. Et donc je veux vraiment aller chercher, du coup, pas des choses sur ma famille, parce que je n'ai plus d'infos. Les villages ont été brûlés, donc pas retrouver quoi que ce soit, mais je veux retrouver cette culture, je veux vraiment m'en imprégner pour raconter les choses de la façon la plus vraie possible. Que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la musique, et même au niveau de l'histoire, je veux vraiment bien faire les choses. Donc là, ça va me prendre du temps, mais c'est mon prochain truc. C'est chouette, c'est un peu, je trouve, comme l'écriture d'un livre ou un album, tu approfondis un sujet ou plusieurs sujets, mais voilà, avec une cohérence. Et une fois qu'il est sorti, tu peux tourner la page et commencer à en écrire une autre, quoi. C'est ça. Mais là, j'ai un peu hâte d'écrire d'autres trucs. Mais il faut que je vive des choses, justement. Ouais, faut que je vive des choses. Au fond, c'est la meilleure matière, entre guillemets. Hein, c'est ça. Ici, il y a un sujet où je n'ai pas encore écrit et j'y arrive pas, mais je veux le faire. C'est sur ma grand-mère maternelle, qui est toujours... On l'embrasse. On l'embrasse, qui est ma deuxième maman. Et je sais que je veux écrire sur elle, parce que c'est une femme extraordinaire qui m'a appris tellement de choses. Mais j'arrive pas, en fait. J'arrive pas parce que c'est trop intense pour moi. C'est ma personne préférée. Et je veux écrire sur elle. J'aimerais bien écrire une chanson sur elle avant qu'elle ne soit plus là. Parce que je pense que ça lui ferait plaisir, quand même. Mais c'est très, très, très difficile.
parce que soit je vais partir dans un truc tellement niais, parce que je ouais, genre je l'aime, c'est la meilleure. Qu'est-ce que je dis de plus, voilà, une fois de plus. Mais en même temps, je sais qu'il y a des choses. Donc ça, c'est un peu, c'est mon questionnement en ce moment. Genre, qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais écrire une chanson, mais je sais même pas par quel bout l'aborder. Faut essayer tous les bouts et à la fin, il y en a un qui marche. J'essaye tellement, mais bon, ça va venir. T'as un univers hyper identifiable, je trouve. Tu vois, je trouve que c'est... On peut voir des décors ou des images. Enfin, tu vois, même le dos de ton vinyle, là, que j'ai gentiment reçu. Je trouve qu'on peut te dire, même s'il n'y a pas ta photo, que c'est toi. Comment s'est créée cette identité et à quel point c'est celle que tu es au quotidien? J'ai eu de la chance. Ma mère, elle a fait énormément de métiers dans l'artistique, mais elle a commencé en étant styliste. Et donc, elle avait énormément de bouquins pour s'inspirer, pour pouvoir dessiner des choses. Elle avait des bouquins sur absolument toutes les esthétiques possibles. Donc, des bouquins de peinture. Et j'ai grandi en les regardant et ça me fascinait. J'ai aussi grandi avec beaucoup de contes. Donc, cette esthétique... je dirais pas des princes et des princesses, mais ce côté, c'est très orné, c'est méga visuel, c'est même les sorcières, il y a un côté. Et donc, je suis tombée amoureuse du clair-obscur, de Caravage, du pré-raphaélisme en regardant les bouquins de ma mère. Et en même temps des contes, en fait, ça s'est construit comme ça. Moi, les tableaux, ça me fascine. Les tableaux pré-raphaélites, surtout parce qu'ils ont la particularité de reprendre des contes. Il y a un tableau qui s'appelle Perséphone. Ça va chercher dans la mythologie. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Et puis, j'ai eu ma grosse période de mythologie quand j'étais adolescente, comme plein d'adolescents. On remercie Percy Jackson. Ah, j'allais dire voilà. ça. Non, mais ça, voilà, j'ai commencé par ça. J'ai découvert les bouquins. Après, je fais, mais je veux tout savoir. Et j'ai lu, je sais pas combien. J'ai toujours le dictionnaire de la mythologie que ma grand-mère avait quand elle était jeune. Donc, c'est un très vieux bouquin. Il n'y a même plus la couverture, il est explosé. Bref. C'est plein de petites briques. Et en fait, même, je remarque que je me retrouve aussi dans la vie d'un point de vue peut-être débile, très superficiel, mais dans les peintures pré-raphaélites, elles ont des cheveux très très longs. Je sais que je calque la beauté que je peux trouver en moi dans ça. Parce que j'ai trouvé ça toujours sublime, magique, un peu féerique. Moi, j'ai toujours voulu être une fée, être un petit lutin, être un elfe, et je voulais un peu trouver un élément hors du temps, donc je m'y retrouve même physiquement là-dedans. Et puis c'était tellement une évidence pour moi que c'est ce que je voulais faire pour la pochette de l'album, parce que j'ai l'impression que c'est un grimoire, c'est des sortilèges, il y a de la magie dedans. Ça me donne envie d'en voir plus, et puis même c'est une belle image. C'est Clémentine Écobichon, une amie à moi, qui a fait tout le traitement, et on s'est rencontrés, on a fait, mais en fait on a toutes les deux les mêmes références, on a l'amour des textures, du côté un peu bizarre, ça vient aussi du côté Tim Burton, je pense, où j'ai grandi en regardant ça. C'est vraiment c'est ma petite toile d'araignée en fait. Et honnêtement, ça me ressemble beaucoup dans la vraie vie. Juste, je me balade pas en ressemblant à la Dame Blanche dans la rue, dans la vie de tous les jours, parce qu'on me ferait chier, mais... On te fait chier quand même, hein, mais voilà. Encore plus. Exactement. Ouais, c'est sûr, mais ça doit être difficile parfois. Tu vois, je trouve qu'il y a une forme d'injonction à la cohérence, parce que ça rassure les gens d'avoir des personnes cohérentes et qui cochent des cases en face de soi. Mais donc ouais, pourtant tu m'as l'air très pluriel, avec différentes inspirations, quand même différents univers. Comment est-ce que t'as créé celui spécifiquement autour de Solane l'artiste? Ça s'est fait un peu... Enfin, j'ai pas trop réfléchi. Parce que je pensais pas mes chansons dans une idée de qu'est-ce que ça peut apporter au projet, qu'est-ce que ça peut apporter à l'image. Juste, moi, j'écrivais mes chansons parce que ça me faisait du bien et parce que je découvrais avec Marceau que, oh putain, on peut tester un style comme ça et on a l'impression qu'en fait, c'est une incantation. Et vraiment, j'étais une gamine au studio. Ça fait, non, mais on peut tout faire, en fait, et c'est génial. Donc, j'ai pas réfléchi tout ça. Mais... je sais pas. En fait, c'est je le vois, je l'ai déjà dit, mais parce que c'est vrai, en fait, ma musique, c'est comme ma chambre, c'est le bordel, mais ça a du sens et ça me ressemble, en fait. Et c'était ça que je voulais garder, je voulais juste que ça me ressemble, et je savais que si un morceau, je l'aimais profondément et que je l'écrivais pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour être efficace, pas en me disant « oh, ça va être un tube », juste en l'écrivant parce que j'avais une histoire à raconter et que je voulais un peu faire voyager les gens avec, bah ça allait me ressembler et j'avais pas trop de questions à me poser sur ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans le métier d'artiste? Non, il y a plein de choses. Je crois que j'ai peur que les gens se lassent rapidement, que ça fasse un peu du jour au lendemain, parce qu'en fait, j'ai pop-up du jour au lendemain, parce que je sais qu'il y a des années de boulot derrière, mais il y a eu un moment où la visibilité que j'avais est montée un peu en flèche.
Et ben j'avais peur qu'elle redescende aussi vite en fait. J'ai peur de ça, j'ai peur aussi de m'habituer et d'être un peu dépendante à ce confort que ça apporte, de vivre de son art et puis d'avoir un certain luxe. Moi déjà de vivre, de pouvoir me payer un appart avec les sous que je fais dans la musique, c'est un énorme luxe pour moi, mais je me dis, et j'ai peur que ça me change en fait. Et en même temps, quand je vois en fait, mon père va me garder les pieds sur terre jusqu'à qu'il soit plus là, donc même après je pense. Donc ça va, mais ouais, j'ai peur d'être oubliée, en tout cas que les gens se lassent. Parce que je vais pas du tout faire ma boumeuse, mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui passent très vite d'un truc à l'autre parce qu'on leur nourrit des trucs très différents tout le temps. En fait, on leur donne ça et puis tout d'un coup, non mais concentrez-vous sur ça c'est plus intéressant. J'ai peur de ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'ai peur de pas avoir d'inspi aussi. Là, c'était terrifiant. J'ai fait de la tournée pendant 2 mois et moi, j'ai besoin d'être un peu seule, de prendre du recul pour écrire. J'avais plus rien. Et j'étais terrifiée. Vraiment, je faisais des cauchemars la nuit où je n'avais plus rien en tête. C'est bon, c'est réglé. Ok, ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper dur, quoi, parce que ce moment-là, c'est parfois tellement indépendant de notre volonté. Enfin, tu peux muscler ta créativité, mais bon, c'est quand même aussi vachement une question de est-ce que tout va bien, est-ce que toutes les cases sont bien en place, ou en tout cas, tout va bien. Est-ce que c'est un peu propice pour écrire? Parce que Dieu sait que moi, j'écris mieux quand je suis malheureuse. C'est très bizarre à dire, mais c'est ça, en fait. Je vais chercher dans mes traumas, dans mes frustrations. Mais est-ce que juste il y a la place d'écrire? J'ai pas la place d'écrire quand je cours dans tous les sens et qu'on est dans un van pendant 8 heures dans la journée, qu'il y a du bruit, qu'il y a du monde et que je suis constamment avec des gens. J'y arrive pas du tout. Donc toi, t'as besoin d'être seule. J'ai besoin de laisser la place. En fait, là, je me suis retrouvée du coup en studio avec Marceau. Et justement, qu'on dédie ce moment-là pour écrire, là, c'est revenu. Mais parce que justement, c'est pas un truc... Moi, je peux pas écrire à ma pause déj, en fait. Ouais. C'est pas du sur-demande, voilà. N'importe où, n'importe quand. C'est ça. Et je sais que ça aurait été pratique, je pense, pour mon label, de me dire non, mais elle peut écrire quand elle a du temps, parce que là, t'as 2 heures dans les loges, tu peux te poser. Je fais, non. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible. J'aurais aimé, mais c'est pas sur commande. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment? Réponse un peu cliché, mais dans tout l'univers qu'elle est en train d'apporter visuellement au niveau de la musique, Théodora, elle est en train de tout niquer, c'est génial. Ça me fait du bien de voir ça. Honnêtement, mon compagnon m'inspire beaucoup parce qu'on travaille aussi ensemble en musique maintenant et j'aime énormément ce qu'il fait et ce qu'il m'apporte. Il me fait me poser des questions, c'est très cool. Et puis moi, éternellement, tout ce qui est de la DA, de la communication, de la musique, de l'ambiance, du visuel, Tamino me fascine. Et je rêverais d'arriver au stade où il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire des pieds et des jambes sur les réseaux, de faire des trucs d'accroche pour qu'on regarde une vidéo. Lui, ça me fait rêver tellement il a la position parfaite. Voilà. Est-ce que tu arrives à apprécier ce que tu as tout en voyant ce que tous les autres ont? Oui. Ah ouais, non, moi, ça me motive plus qu'autre chose, en fait, quand je vois des gens. Okay. Je me dis pas, moi, j'ai pas ça, j'ai pas tel truc. Parfois, je me dis, mais comment elle a fait ça? Comment elle a trouvé ce truc? Mais j'ai pas ce truc-là et Dieu merci. Moi, je remercie la vie tous les jours parce que j'ai énormément de défauts, énormément de névroses, mais je n'ai jamais eu ce truc de jalousie. Et Dieu merci. Dans cette industrie, voilà. C'est vrai qu'à mon avis, c'est bienvenu. Je réalise, ouais, Dieu, c'est très très cool. Je me suis rendu compte de ça pendant les victoires, quand il y avait ce truc où d'un coup, on était en compétition avec Yoa et Stilto. On a senti que tout autour, il y avait ce truc, ils voulaient qu'on soit en compétition. Ça se sentait sur les interviews, ça se sentait sur... Alors, vous avez envie de gagner, vous avez vu un peu ce que je fais. Ça nous a saoulés très très vite. Et j'étais contente de voir que non, il y avait pas de... Ça fonctionnait pas déjà sur moi et sur nous de façon générale. Et ouais, Dieu merci, dans ce milieu, j'ai pas ce truc de « Ah, elle réussit ça, donc ça veut dire que moi... » Non. Je veux bien qu'on grimpe toutes parce qu'au final, quand on n'a pas été construit par l'industrie, quand on est venu chacun avec notre style, on va pas se remplacer, en fait. Ouais, on va pas... vrai. C'est vrai. Ouais, c'est très cool, ça. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as entendu ton nom Vous le savez avant ou pas que vous avez gagné? Non, tu le sais Vraiment, c'est ce moment où il annonce qu'on apprend. Qu'est-ce que tu as ressenti? Révélation féminine, du coup, aux Victoires de la musique. En fait, j'ai entendu mon équipe et mon compagnon hurler. Et je crois que c'est ça qui m'a rendue très, 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 très heureuse. Okay. Parce que j'ai vu à quel point ils étaient... Oui, moi, en fait, encore une fois, je suis très timide. Les trucs où il y a de la télé, où il y a du monde et où d'un coup, tous les regards vont être sur toi. Si c'est pas pour chanter, moi, c'est pas que j'aime pas ça, mais ça me met extrêmement mal à l'aise. Et je me sens pas légitime d'être là. D'un coup, je me retrouve comme si j'avais 13 ans en me disant mais pourquoi on me regarde, on va voir que... Voilà.
Et en même temps, quand j'ai entendu mon nom, j'étais contente, ça voulait dire que mon label, il allait être content. C'était super. Et puis non, c'est débile, mais plus je vis des choses, plus je pense à mes grands-parents, donc ceux qui sont plus là. Je pense à eux tout le temps, de plus en plus. Et je les ai remerciés quand j'ai fait mon petit discours, là. Et je pense que j'étais contente je me suis dit, peut-être, s'il y a un truc où ils sont encore là, s'ils regardent, je ne sais pas, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais peut-être qu'ils sont fiers et rassurés. Et c'était un peu ça que j'avais en tête. Ils s'en foutaient de la télé, tout ce qui est aspect télé, c'est ça. C'était pas ça, c'était juste il y a une reconnaissance du travail que je fais. Je me suis dit, peut-être, s'il y a une inquiétude, quelque part, peut-être qu'elle part. S'ils étaient là en face de toi, tu leur dirais quoi ? J'aurais beaucoup de choses à dire. Je crois que un câlin, déjà, ce serait pas mal. Ouais. Mais je pense que moi, je veux rien les dire. Je voudrais de nouveau les entendre parler. Mais moi, j'ai rien à leur dire. Ils savent que je les aime et qu'ils me manquent. Enfin, je pense. Mais non, moi, s'ils étaient là en face de moi, je voudrais qu'ils me racontent des choses, n'importe quoi, qu'ils me parlent d'eux, juste qu'ils me parlent les mots que je connais, la façon qu'avait de ma grand-mère de me tenir la main, mon grand-père qui me disait que j'étais un petit peu comme un chat quand j'étais posée contre lui parce que il était malade, mon grand-père, et que ça lui faisait du bien. Voilà. Ce genre de choses. Chez qui tu vas chercher en premier des conseils ? Alors, ayant beaucoup d'ego, j'ai un peu ce truc où non, c'est moi qui fais toute seule, je demande pas de conseils. Sauf à Marceau, justement, mon producteur, à mon compagnon. Et de temps en temps, j'envoie les chansons que je viens de faire à justement mon meilleur ami et mon cousin. Et je leur demande, ce qu'ils là, en pensent. vous, avec des oreilles de pas musiciens, même s'ils adorent la musique de pas musiciens, qu'est-ce qu'on en pense ? Oubliez qu'il y a des problèmes de mix et de niveau, on s'en fout, qu'est-ce qu'on en pense ? Et c'est à eux que une fois que le produit est un peu fini, quand je construis le truc, je veux être un petit peu dans mon tunnel. Il n'y a qu'à Marceau ou mon compagnon avec qui, du coup, on travaille un peu à 3. Là, je peux demander parce que c'est pendant la construction et eux, ça les regarde. Mais sinon, je demande des conseils qu'après. Parce que sinon, ça me prend la tête. Oui, parce que le risque, c'est de vouloir je veux pas faire plaire, plaisir, justement. Quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un vrai enjeu dans la musique, je trouve. De continuer à faire pour soi avant de faire pour plaire. Ouais. Mais ça, je pense que je vais le garder parce que j'ai essayé de faire des morceaux pour plaire parce qu'il y a eu un peu cette demande après avoir sorti Rome. Faudrait refaire un morceau un peu comme Rome. Et je me suis dit, ok, je vais essayer. Et c'était merdique. Donc, j'ai cette sensation de putain, j'ai bossé sur un truc, j'ai essayé, j'ai mis du temps, on s'est creusé la tête et c'est mauvais. Non, je voulais pas. Vraiment, j'ai cette chanson ne sortira pas, laissez-la dans son coin. Alors qu'il y a le mec qui dit non, mais c'est bien, ça raconte des trucs sympas. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je sens qu'il y a un problème, il manque quelque chose. Et donc, je vais garder ce côté de. Parfois, quand on construit la mélodie et qu'il y a un rythme, je dis oh putain, ça va faire bouger les gens. Et ça, j'aime bien. Parce que ça me fait bouger moi, parce que j'ai envie d'être sur scène et de voir des gens, de pouvoir rendre un truc et j'ai envie de le voir, ce mouvement-là. Mais c'est pas une idée de. Ça va pas construire tout mon morceau. Juste, je me dis putain, ce rythme, il me fait du bien, donc il va faire du bien aussi, je pense. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi ? Tu vois, dans le sens, quelle est une des différences principales entre l'image que les gens ont de toi, qu'on peut te dire, versus qui tu es ? Alors, il y a un truc, justement, ils voient... Pour les gens qui voient le côté un petit peu voix toute douce, ils s'imaginent une image... Enfin, ils s'imaginent une image, bravo Solane. Ils s'imaginent un profil qui est effectivement très, très simple, pas du tout. Alors que, mon Dieu, je jure, comme un charretier, il y a ce truc-là où parfois les gens réalisent pas que je suis la plus beauf du monde. Il y a ça parce que c'est peut-être pas jusque-là. Non, parce que je me contiens, mais il y a ce truc où, comme on voit l'image, le côté un peu tableau et tout, cette idée-là, c'est une grande partie de qui je suis, mais il y a quand même ça. Et puis aussi, je pense que les gens s'imaginent que je suis à l'aise sur scène, que voilà, que j'ai ce truc où... Enfin, j'avais vu des commentaires en disant, je sais pas, elle tient la salle du début jusqu'à la fin. Vous saviez à quel point je suis terrifiée, à quel point je me dis, ça ne passe pas ce que je suis en train de faire. Je suis jamais sûre de moi quand je suis sur scène. Je questionne absolument tout ce que je fais, tout le temps. C'est pas maîtrisé, mais tant mieux, en vrai. Je pense que c'est pour ça que je m'applique constamment, parce que j'ai l'impression que c'est pas assez bien. Donc, je donne beaucoup plus. Et également... C'est très drôle parce qu'à un moment, je voulais rechercher une chanson que j'avais postée sur TikTok et je me suis dit, ça ira plus vite si je la cherche dans la barre de recherche. J'ai tapé mon nom. Le premier truc qui arrive sur TikTok, c'est Solane Condescendante.
Non. Ça me fait déjà hurler de rire. Et puis, du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cette image-là de moi, où je suis condescendante et un peu hautaine, que j'ai depuis très longtemps. C'est un moment que je crois que je suis très timide, en fait. Je suis timide et je réfléchis énormément à toutes les paroles que je vais dire avant de les balancer, parce que je veux être sûre qu'on puisse pas me reprocher un truc. J'ai besoin de tout calculer, c'est comme ça depuis longtemps. Et donc, je pense qu'il y a un peu une atmosphère de la façon dont elle parle, un truc un petit peu au-dessus. Et voilà, du coup, je passe pour une connaisse condescendante, mais moi, en même temps, je crois que j'accepte aussi quand les meufs donnent leur avis et se laissent pas faire. Et il y a un côté aussi où on les croit condescendantes, hautaines, tout ça. Ouais. Non, mais c'est marrant, en effet, de voir à quel point juste aussi ce qu'une apparence peut renvoyer. Parce que, je pense que dans les 3 premières minutes où on te parle, on se rend compte quand même que t'es très humble et tu te prends pas du tout au sérieux. Ça se voit assez vite, des gens qui se prennent au sérieux dans la façon dont ils répondent, dans la façon dont ils te regardent. Ouais, j'en ai vu, ça me terrifie. Ça me fait vraiment peur. Ouais. Moi, je me demande toujours ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Genre, est-ce que c'est vraiment le sentiment intérieur d'être au-dessus des autres, tu vois, genre, c'est quoi qu'est-ce qui peut ne pas te faire douter de toi au point où tu te permets de considérer l'autre comme inférieur? Peut-être qu'ils se rendent même pas compte. En vrai, je pense qu'ils savent. En tout cas, moi dans ma tête, ça peut être en 2 teams. Il y en a qui justement ont un truc ou peut-être un complexe de supériorité où ils se posent aucune question, pour eux ils sont au-dessus, et je pense qu'il y en a, ils ont un tel complexe d'infériorité. Ils ont tellement pas confiance en eux que eux ils vont surcompenser comme ça. Mais je pense que ça se sent un peu parfois. Mais ce truc de surcompensation, j'essaye aussi. Je pense que c'est pour ça aussi sur scène que parfois je me laisse partir un petit peu, ou je teste des choses parce que je suis tellement pas sûre de ce que je suis en train de faire. Et tu kiffes quand même? Parce que, ouais. Ok. Parce que perso, quand j'ai l'impression de pas maîtriser ou de pas être au max, j'aime pas forcément du coup. Je kiffe pas tout le long du spectacle. J'ai toujours des trucs où, surtout, moi j'ai toujours été nulle en impro. Quand je faisais du théâtre, je détestais les cours d'impro parce que j'ai besoin de savoir ce que je vais faire, ce que je vais raconter. J'ai besoin de cette certitude parce que il peut y avoir d'autres endroits où ça merde. Mais si au moins j'ai mon texte, j'ai mon truc, voilà, là je me sens bien. Et donc il y a des moments sur scène où, quand je maîtrise totalement, quand je dis putain, ok, ça, cette façon-là de faire, je l'ai, je sais que ça fonctionne, je sais que ça fonctionne avec la lumière, je sais qu'au niveau de la scéno c'est joli, je sais que ce mouvement-là, je l'ai travaillé, il est beau. Là, je kiffe en fait, parce que du coup, je suis plus en mode automatique, c'est-à-dire que je sais que je vais bien le faire, le mouvement, et je peux plus profiter du moment. Donc j'oscille entre des moments où je suis, ok, j'y arrive et je peux tester d'autres choses, et là, je peux vraiment regarder le public, ou alors je peux regarder mes musiciens et kiffer avec eux, ça c'est trop bon. Et il y en a d'autres où je suis en questionnement constant de est-ce que j'ai bien bougé mon pied là totalement comme il fallait en faisant tel pas, et est-ce que j'ai pas l'air ridicule, est-ce que je suis pas un petit peu en train de vaciller? C'est les deux. Voilà. L'overthinking, cette maladie trop répandue. C'est terrible, ouais. Sur quoi t'aimerais travailler d'ici la fin de l'année? Sur toi? J'aimerais... C'est un truc que je vois avec mon psy en ce moment. Il faut que je travaille un peu sur ma santé mentale, définitivement, parce que j'ai petite dépression chronique depuis longtemps, j'étais bien diagnostiquée. Donc j'ai ce truc où je vis des choses incroyables. Vraiment, c'est fou ce qui est en train de m'arriver. Mais il y a des moments où mon cerveau, ou même tout mon être, ça s'éteint. Je ressens plus rien, je suis vide. Et ça, ça commence à être de plus en plus douloureux parce que je veux pas que ça me gâche des bons moments. Donc je travaille sur ça. C'est un peu mon boulot du moment, c'est d'essayer de pas laisser cette chose prendre de plus en plus de place. Parce que je pense que ça vient aussi du fait que je suis pas sûre que le cerveau humain soit totalement fait pour avoir autant de vagues d'hormones. C'est-à-dire d'un coup, t'es sur scène devant énormément de monde, puis d'un coup tout seul, et puis après tu te fais du 8 heures de trajet, et t'es épuisé, mais tu dois récupérer de l'énergie pour de nouveau être sur scène. Enfin, la tournée, c'est ça. Je suis pas sûre qu'on soit méga fait pour ça. En tout cas, moi, je suis pas très équilibrée. Ça n'aide pas. C'est trop de tension. Et puis même, il y a une pression de fou. Faut que je continue d'écrire, et en même temps, faut que je continue la tournée, et tu dois être au top sur chaque date parce qu'il y a des gens qui font du trajet pour venir te voir. Et c'est tout. Et donc, je pense que ça n'a pas aidé, ça m'a renvoyé dans des trucs compliqués. Donc là, je travaille sur ce petit souci mental. Est-ce que ça se travaille vraiment? Je pense. En tout cas, moi, ça m'a réussi parce que quand j'étais adolescente, j'étais en dépression et j'ai travaillé sur ça. Ça m'a pris des années. Mais j'avais trouvé une petite... en tout cas, mentalement, un petit équilibre. Ouais. Là, comme j'ai aucun repère, je suis plus jamais chez moi. En fait, j'ai emménagé, mais je suis pas chez moi. J'ai pas de repère, j'en parlais de ce truc où j'ai besoin de ça. Je l'ai construit de par mon enfance où maintenant j'ai besoin d'avoir un endroit.
J'ai pas ça, je suis pas toujours avec ma famille, je suis pas toujours avec mon compagnon, j'ai plus mon chat parce que j'ai dû le donner à ma grand-mère parce que je suis jamais là. C'est ça qui est très difficile, c'est que je fais jamais plus de 2 nuits dans le même lit en fait. C'est un hôtel, c'est un tourbus, et je crois que ça joue sur mon moral. Le seul repère que j'ai, c'est une peluche que j'emporte avec moi partout parce que c'est au moins cet objet-là, je l'ai et je dors avec comme une enfant, mais parce que j'ai besoin de ça. Moi aussi, j'ai encore mon doudou et je trouve que les personnes qui l'ont abandonné devraient se remettre en question. Exactement, voilà. Mais non, mais j'ai besoin de ça et je pense que je travaille là-dessus, sur placer mes repères ailleurs. Il faudrait que je les place en moi. On dit toujours, faut que tu sois la clé de ton propre bonheur. Je dis, c'est très, très mignon comme phrase, mais c'est vraiment de la théorie et pas de la pratique. Mais surtout que concernant la santé mentale, et d'ailleurs, je sais pas si l'épisode avec Docteur Victor Blanc sera sorti là au moment où on sort celui-ci. J'ai reçu un psychiatre il y a pas longtemps. Et c'est pas de trop de rappeler que tout ce qui touche à la psychiatrie, c'est vachement de l'ordre de la physiologie et pas du choix. Tu vois ? Ouais. Donc, après, c'est chaque cas particulier. Oui, je serais bien mal placée pour te dire ce que c'est. Évidemment, j'en sais rien. Mais parfois, on a tendance à porter énormément de responsabilités sur notre bonheur, hein, parce que c'est une injonction de la société. Alors qu'en fait, on n'est pas seul maître ou maîtresse de notre bonheur. Moi, je sais que c'est chimique dans mon cerveau, les moments où ça... Bah voilà, t'as des facteurs qui sont extérieurs, t'as des facteurs qui sont chimiques, t'as des facteurs qui demandent des traitements. Et je le dis parce que je trouve qu'on surresponsabilise, et peut-être que ça part d'une bonne intention, hein, mais on surresponsabilise l'individu dans le fait d'accéder au bonheur, quoi. Ça dépend de tes conditions sociales, ça dépend de énormément de facteurs de privilèges, ça dépend de énormément de facteurs chimiques ou neurologiques. Et ça, on te le dit pas assez. On te dit, non, trouve la clé du bonheur en toi. Le prochain qui me dit de faire du yoga pour aller mieux, mais... Ouais, non, c'est ça. Non, le travail, il peut aussi commencer par nous, parce qu'on peut être justement le moteur de comment aller mieux, mais ça veut dire peut-être aller chercher un traitement, ça veut dire justement essayer de trouver des solutions, d'aller voir le psy. Mais effectivement, c'est pas... En tout cas, je veux dire que notre malheur, il vient pas non plus que de nous. Le malheur, il vient de trucs extérieurs, il vient d'un souci dans le cerveau. Enfin, d'un souci dans le cerveau. Enfin, je dis souci. Oui. C'est ça, voilà, il y a un dérèglement. Nous en avons tous un, plus ou moins. Il y a un dérèglement. Moi, je sais aussi que c'est familial, que c'est héréditaire, parce que la dépression, c'est ça. C'est une maladie qui se transmet parfois. Et en fait, j'ai plus eu le temps de me poser la question de c'est la faute de quoi, c'est la faute de qui. Je me dis, ok, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, et je vais arrêter de me mettre tout le poids du monde sur moi. Je dis ok, c'est peut-être pas forcément de ma faute, mais je vais là pour l'instant je peux m'aider. Si je peux m'aider, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc c'est ça que je voudrais améliorer dans l'année à venir. 2025, on te souhaite d'avoir trouvé l'équilibre pour ta santé mentale. Ça va être chaud, je suis pas sûre que 2025 j'y arrive, mais en tout cas je vais essayer. C'est déjà bien, c'est le principal. Est-ce que tu peux nous partager un livre ou une œuvre artistique, donc film ou musique ou tableau, qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Oui, c'est ma réponse de toujours, mais j'en suis absolument certaine. C'est un bouquin qui s'appelle Merlin, de Michel Rio, que j'ai découvert parce que je crois que ma mère l'avait offert à mon père quand ils ont commencé à se fréquenter. Et donc mon père me l'avait passé, moi j'étais contente de lire un bouquin où j'avais vu un petit mot que ma mère avait laissé à mon père, je trouvais ça mignon. J'ai commencé à le lire et en fait je le lis 3 fois par an. Je l'ai découvert quand j'avais 18 ans, donc ça fait quand même 7 ans, ça fait 21 fois que je le lis à peu près. Ça s'appelle Merlin parce que c'est la vie de Merlin, c'est les 100 ans de la vie de Merlin, on parle de Merlin l'Enchanteur là, donc l'histoire un peu d'Arthur, de Camelot, tout ça. Et c'est autant de la poésie que de la philosophie, et en même temps c'est pas un truc prise de tête en fait, c'est un tout petit bouquin, il fait 130 pages, c'est rien du tout. Mais moi, en fait, il me rassure quand t'as au côté tout prend fin, en fait. Et moi, c'est une angoisse que j'avais beaucoup eue. Et en fait, la première phrase, c'est ce siècle avait 100 ans. Et en fait, on t'explique, ça commence par un mec qui est à la fin du truc et qui va te raconter le début, mais qui t'explique un petit peu tout ce qui s'est passé et que tu sais comment ça va se terminer. Et c'est le plus beau bouquin que j'ai jamais lu. Ceci dit, il n'est plus édité, donc il faut le trouver sur des sites qui revendent des bouquins, mais c'est le plus beau. Et je le conseille à tout le monde. Ça m'a donné envie de le lire. Ouais, vraiment, sublime. J'aime beaucoup les livres qui parlent de la philosophie, mais de manière détournée. C'est beaucoup plus digeste. Ouais.
C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? C'est pourquoi le seul truc qui me vient en tête, j'ai fait de la shorba pour la première fois il y a pas longtemps. Non, c'est con, C'est à manger? voilà. Oui, c'est à manger. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cuisiner. Et c'est pas débile parce que je sais que pour moi ça a une importance. Mon amour de la cuisine me vient de mon arrière-grand-mère, arménienne justement. Et cette envie, tu vois, de transmettre une culture par la nourriture. Parce que je pense que c'est la façon la plus facile, ou en tout cas, tu donnes littéralement à manger à quelqu'un et il découvre des saveurs, il découvre une façon de faire. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui faisait les keftés à la main dans les vieilles casseroles qu'elle avait, bref. Et mon compagnon est algérien et on a fait de la shorba et j'étais contente de faire ça pour la première fois. J'ai demandé la recette à son père et j'étais heureuse d'apprendre un nouveau truc. Voilà. Ok, bah trop bien. Ça m'a donné faim. Voilà, trop bien, c'est l'heure de goûter. c'est incroyable. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi. Oui. La première, c'est celle dont je te parlais au début. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Alors, est-ce que tu as déjà eu Yoa? Non. Bah, Yoa. Ok. Ouais. Pourquoi elle en particulier? Parce que bah, on se suivait déjà sur les réseaux et je connaissais déjà son travail avant les Victoires de la musique, mais on s'est vraiment rencontrés à la conférence de presse où on annonçait qui était nominé. Et elle est très très douce en fait, et c'est avec elle qu'on a eu cette initiative de justement de se voir beaucoup avant les Victoires, de prendre des cafés ensemble avec Silto. Il y a eu Et puis même, moi je me retrouve dans ce qu'elle raconte, on a des thèmes en commun. Elle a Le Collectionneur, qui m'a beaucoup touchée comme chanson, qui parle d'agression sexuelle. Et même, je la vois ouvrir sa gueule, je la vois ne pas se rendre toute petite, ne pas se rendre toute douce pour qu'on l'apprécie. Alors qu'elle est très douce, mais je veux dire, elle va pas... Elle se rétrécit pas pour plaire. Voilà. Et puis même, il n'y a pas longtemps, j'étais un petit burn-out, et c'est elle que j'ai appelée, et on a discuté, et c'est une personne que j'affectionne tout particulièrement. J'aime sa musique, j'aime qui elle est humainement, et je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je pense qu'elle aurait sa place. All right, tu l'as bien pitché. Ouais, merde. Et la dernière question que j'ai à te poser, écoute, c'est une question un petit peu deep. C'est de la fiction, on se projette. Okay. Demain, tu disparais, tu vas rejoindre Merlin l'Enchanteur sur sa planète. Oui. On peut plus avoir accès à tes musiques, on peut plus avoir accès à ton album ou à tes textes. Et juste, on te donne un petit carnet avec un crayon à papier où tu peux écrire les 3 leçons que tu as apprises dans ta vie, que tu aimerais partager aux personnes qui vont la lire à la suite. Qu'est-ce que tu écrirais? Waouh. T'as le droit de réfléchir. Alors ça va faire très Disney Mufasa qui parle à Simba là, mais que on aime. Parfois, c'est Hakuna Matata tatoué derrière l'oreille. C'est génial. Voilà. On en est à là. En tout cas, pour moi, parfois les réponses du futur, elles se trouvent dans le passé, elles se trouvent dans la famille, dans les ancêtres. Je parle pas de la famille immédiate parce que souvent on n'a pas les meilleurs rapports, ou c'est compliqué, c'est trop proche. Mais moi, parfois, quand je sais pas où je vais aller, je vais chercher dans les histoires de mes arrière-grands-parents. Ça m'aide. Donc une chose, voilà. Il faut aller chercher dans le passé pour comprendre où tu veux aller, quelle est la bonne voie, quel est littéralement le droit chemin, là où tu vas être le plus digne, là où tu... Voilà. Une phrase que mon grand-père disait et qui s'applique pas que aux hommes, qui s'applique à plein de situations, mais d'un âne, on fait pas un cheval de course. Vraiment, je l'aime cette phrase parce qu'elle est vraie. Hein, elle est mignonne. C'est vrai, hein, oui, mais elle est mignonne, mais en fait, elle est beaucoup plus... Oui. Voilà. Donc, celle-là, je la garde, je la dis souvent. Et... j'en sais rien. Parce que ma grand-mère, parfois, me sort des phrases qui sont extraordinaires à chaque fois, mais j'arrive pas à les retenir exactement, c'est un problème. Mais ouais, on peut autant échouer à un truc qu'on déteste qu'à un truc qu'on aime, donc ce serait bien de tenter le coup. Voilà. Superbe. J'essaye. Merci Solane. Merci à toi. C'est trop chouette d'échanger avec toi. Très sympathique. Vraiment. Moi j'ai bien aimé. Oh bah tant mieux. Les questions m'ont fait un peu trop réfléchir, j'ai l'impression de sortir d'une épreuve du bac. Mais... J'adore, on mettra ça sur YouTube. Ouais, c'est ça. J'adore. J'avais la pression. Pour les personnes qui désormais veulent te suivre, veulent aller te voir cet été, veulent t'écouter, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? On peut les rediriger sur mon Instagram, où je donne un peu les dates des tournées, où je raconte beaucoup de conneries, ça me fait plaisir, où je donne des infos sur les chansons.
Mais qui viennent au Zénith, parce que j'ai peur que ça se remplisse pas assez. Donc qui viennent au Zénith le 25 mars 2026. Ça me terrifiait de jouer devant une salle à moitié. Je comprends. Ouais, mais t'inquiète, dis-toi, fais-le pour toi. Ouais. C'est le principal. Mais voilà, oui, je pense sur Instagram. Ok, je mettrai ça dans les notes. Génial. Et puis à très bientôt. À très bientôt.